Bonjour Maurice. Bonjour Victor. Alors, tu sais, on avait commencé à parler de l'hypochloridrie dans un précédent podcast, et puis en fait, on a eu pas mal de questions à ce sujet. Donc aujourd'hui, je pensais que ça serait bien de revenir dessus. Alors tout d'abord, cette hypochloridrie, tu en as toi-même souffert à un moment. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton expérience? Alors, mon expérience, oui, je l'avais brièvement mentionné dans un podcast précédent sur lequel je vous renvoie parce qu'on aborde quand même certaines bases des mécanismes. Bon, en gros, j'avais des douleurs au niveau thoracique et un petit peu abdominal qu'on appelle du pyrosis. Et ces douleurs, généralement, sont liées à une irritation, à une inflammation de l'œsophage. En fait, l'œsophage est attaqué par les sécrétions acides de l'estomac, en l'occurrence. Et je ne savais pas trop si c'était un ulcère qui se préparait, donc plutôt de l'estomac, mais ça me semblait un peu haut. Et puis surtout, bon, les ulcères, c'est quand même malgré tout pas si fréquent. Le pyrosis, c'est beaucoup plus fréquent. Et du coup, je consommais des médicaments, ces fameux sachets de gel basique que tout le monde connaît. Et donc, j'en consommais de plus en plus, puis par deux, etc. Et sur le coup, ça apportait un soulagement qui ne durait absolument pas. Et la nuit, je me réveillais avec ces douleurs et ces reflux, ces remontées d'acides. Bref, à un moment donné, je me suis rappelé l'existence de l'hypochloridrie. Je ne me suis pas rappelé ça tout de suite, puis ce n'est pas tout à fait ma spécialité à la base. Et du coup, je me suis dit effectivement que je pouvais manquer d'acidité en fait. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, l'acidité est nécessaire pour bien fermer le sphincter inférieur de l'œsophage, donc qui est une partie qui permet de protéger l'œsophage. Mais bon, on peut en reparler peut-être un petit peu après. Et donc, en gros, je me suis dit, il y a peut-être en fait un manque d'acide, ce qui paraît paradoxal, même complètement fou à première vue. Et donc je suis allé prendre un verre d'eau vinaigrée, en eau bien froide pour pas que ce soit trop, et que ça me pique trop l'œsophage justement en le buvant. Donc après c'était une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, c'est pas non plus la mer à boire. Et donc j'en ai pris un, et puis le lendemain j'en ai repris pendant quelques jours. Et d'ailleurs il m'arrive de temps en temps lors de certains repas, notamment très gras, d'en prendre. C'est assez agréable, surtout si vous prenez de l'eau pétillante, vous avez l'impression d'ailleurs de boire du cidre, soit dit en passant, mais vous avez le sucre en moins, ce qui est quand même pas mal. Bref, j'ai ajouté de l'acidité. Et les symptômes ont disparu en l'espace de complètement disparu en l'espace de 3 jours et sont déjà bien améliorés en l'espace, on va dire, de à peine 24 heures. Voilà. Bon, j'étais prêt à consulter pour aller faire une endoscopie digestive, parce que ça pouvait être un ulcère malgré tout, mais il se trouve que c'était pas du tout ça. Donc est-ce que tu peux nous définir maintenant cette hypochloridrie? Qu'est-ce que c'est? L'hypochloridrie veut dire en fait diminution de l'acidité et en l'occurrence dans l'estomac. Donc ça veut dire qu'il y a une diminution de la sécrétion acide dans l'estomac. Et pourquoi l'appelle-t-on hypochloridrie? Alors on l'appelle comme ça parce que l'acide sécrété par l'estomac, c'est pas n'importe quel acide, c'est l'acide chlorhydrique. Et donc hypo c'est une diminution, chloridrie donc de l'acide chlorhydrique, j'ai une diminution de la fabrication de l'acide chlorhydrique. Alors dans les cas extrêmes on parle même d'achlorhydrie, il n'y en a plus du tout. Hypochloridrie, de toute façon, ça décrit très bien ce qui se passe. Et qu'est-ce que l'acide chlorhydrique? L'acide chlorhydrique, eh bien, en fait, c'est une molécule acide, je ne rentre pas dans la chimie parce que je ne crois pas que c'est d'intérêt, c'est une molécule acide qui comporte du chlore, un atome de chlore. Voilà. Et donc, c'est en ce sens qu'on l'appelle acide chlorhydrique. Et alors, qu'est-ce qui la provoque, cette hypochloridrie? On pourrait lister 4 grandes causes pour éviter de faire des listes à l'après-vert. Alors du coup, ce n'est pas exhaustif, évidemment, mais dans des causes fréquentes, il y a des histoires de manque de sel, je vais peut-être en dire un mot ensuite. Il y a les médicaments qui diminuent l'acidité de l'estomac. Il y a certaines chirurgies de l'estomac qui peuvent justement enlever des zones nécessaires pour la sécrétion d'acidité. Et puis il y a une bactérie qu'on appelle les Helicobacter pylori. Alors, juste un mot sur ces 4 grandes causes. Le sel, c'est important parce qu'en fait, le chlore provient essentiellement du sel alimentaire. Et nos ancêtres, bien sûr, n'avaient pas la salière, mais il y avait déjà toutes les peuplades du littoral qui avaient un accès au sel facilement, de par poissons, fruits de mer, de par, dans le nord, je pense aux Inuits, à la glace, parce qu'il y a de la glace obtenue par la neige, la compaction de neige, donc c'est une eau sans sel, mais il y a la glace qui est issue de l'océan, qui participe à la banquise, et cette glace-là,
il y a des glaces qui contiennent énormément de sel et des glaces plus anciennes où il se trouve que le sel est moins concentré. C'est ce qu'ils utilisent notamment en le faisant décongeler pour faire des bouillons d'os ou des bouillons, du bouillon de viande. Bon, enfin, c'est juste une anecdote, mais tout ça pour dire qu'entre ça et certaines sources et certaines pierres à sel et certains gisements naturels sur lesquels les animaux foncent généralement, on a tous un peu cette addiction potentielle au sel, en tout cas de façon latente au fond de nous, et c'est pas pour rien. Et donc le sel, c'était un des rares aliments qu'on trouvait sous forme purement minérale de cette façon-là depuis 300 millions d'années d'existence de notre espèce Homo sapiens. Donc on ne consomme pas assez de sel, d'une part. Alors je ne parle pas des insuffisants rénaux, des insuffisants cardiaques, ça c'est une autre histoire, mais je vous renvoie sur notre podcast sur le sel. Donc on ne consomme pas assez de sel, ça c'est très clair, en général. Alors je ne parle pas des gens non plus qui mangent que des plats tout prêts, parce que là il y a énormément de sel dedans, mais des gens qui mangent des aliments pas trop transformés, il va manquer de façon nette du sel. Deuxièmement, il y a des médicaments qui font perdre du sel, même si vous en absorbez. C'est le cas par exemple des diurétiques, mais bon, il y a d'autres médicaments qui vont entraîner des pertes de sel, puis il y a des conditions particulières comme l'exercice physique intense et autres, qui vont entraîner une transpiration dans laquelle il y a du sel que l'on va perdre. Alors, juste un mot aussi sur le zinc, tant qu'on est sur le sel, il n'y a pas que le sel, il y a le zinc aussi, surtout que le zinc c'est moins connu, et c'est au moins aussi important pour l'hypochlorhydrie. Le zinc est nécessaire à l'estomac pour qu'il puisse fabriquer l'acide chlorhydrique. Pas de zinc, pas d'acide chlorhydrique, c'est clair. Et le zinc, on le trouve notamment dans des produits animaux, alors idéalement des abats, idéalement dans des fruits de mer, enfin on pourra peut-être y revenir, jaune d'œuf, etc. Pour les médicaments antiacides, c'est typiquement aujourd'hui ce qu'on appelle les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, c'est-à-dire des médicaments qui vont bloquer la fabrication, directement bloquer la fabrication de l'acide. Et ces médicaments, ils sont donnés quand on suspecte une hyperchloridrie, c'est-à-dire une sécrétion trop acide, comme ça peut se voir dans certains ulcères par exemple. Effectivement, il y a des tumeurs assez rares qui peuvent faire sécréter trop d'acide. Enfin, ça c'est exceptionnel. Pour les chirurgies de l'estomac, je ne détaille pas plus. Et pour la bactérie Helicobacter pylori, c'est une des rares bactéries qui est capable de résister à l'acidité de l'estomac. Notre acidité qui est très très forte, comme on l'avait dit dans le podcast précédent, et cette bactérie en fait a un système de désacidification, donc en fait elle est capable de neutraliser l'acide chlorhydrique, c'est ce qui lui permet de résister, et cette bactérie d'ailleurs fait volontiers des ulcères de l'estomac. Est-ce que tu peux nous donner maintenant une ou deux conséquences en pratique ? Il y a deux grandes raisons en quelque sorte. D'une part, qui sont liées à l'utilité même de l'acide chlorhydrique, il y en a probablement d'autres qu'on ne connaît pas encore, mais sur celles qu'on connaît, d'une part, cette acidité permet de bien faire fermer le clapet et de protéger l'œsophage. Alors, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage qui est entre autres sensible à l'acidité. Et donc, une forte acidité permet de bien fermer, de bien mettre en action ces mécanismes de protection de l'œsophage. Et si l'acidité est un petit peu moins forte, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et donc, l'acidité remonte. Et à ce moment-là, elle va brûler l'œsophage. Donc paradoxalement, plus on est acide, mieux ça ferme et plus on protège l'œsophage. Et deuxièmement, donc, cette acidité est vraiment indispensable pour bien digérer et bien absorber certains minéraux comme le fer, certaines vitamines comme la B12, mais il y en a bien d'autres. Et donc, du coup, une hypochlorhydrie va entraîner des carences dans ces éléments-là. Et donc, pour reprendre notre exemple, carence en fer et carence en vitamine B12, et les deux peuvent être à l'origine d'une anémie, par des mécanismes différents d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler des symptômes habituels de l'hypochlorhydrie ? Eh bien, les symptômes, en fait, ils sont liés à ces deux grandes actions de l'acidité. Donc, en ce qui concerne la fermeture, donc, s'il n'y a pas assez d'acide, on a vu que ça ne fermait pas assez, et si ça ne ferme pas assez au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, eh bien, on a des remontées acides, donc on attaque l'œsophage, et donc il y a ces brûlures qu'on appelle pyrosis notamment. Sachant que ce pyrosis, mais là après, ce n'est pas forcément des symptômes faciles à ressentir, c'est des choses qu'on voit plutôt lors d'exploration, ça peut mener à terme à des cancers de l'œsophage, donc c'est quand même très sérieux. Et puis, deuxièmement, c'est des symptômes donc liés à la mauvaise digestion, la mauvaise absorption. Donc c'est des symptômes liés aux carences bien sûr et à la diarrhée qui peut être le reflet d'une mauvaise digestion.
Donc dans les carences, on peut avoir des ongles cassants, des cheveux cassants, hein, par exemple, fatigue aussi. Et est-ce que c'est un problème fréquent, cette hypochlorhydrie? Alors, voilà, ça c'est une question un peu vache. Le problème, c'est que les études qui ont été faites jusque-là s'intéressent déjà assez peu. Hein. C'est quand même quelque chose qui intéresse peu, l'hypochlorhydrie. On se concentre sur l'hyperchloridrie, les médicaments anti-acidité, mais l'hypochlorhydrie, visiblement, entre guillemets, tout le monde s'en fiche, hein, ou presque. En tous les cas, très peu d'études là-dessus. Il semblerait que ce soit assez rare en population générale. Personnellement, c'est très subjectif, hein, ça n'engage que moi, personnellement j'en doute. Moi j'ai l'impression que c'est relativement fréquent. Et en tous les cas, par contre, il y a d'autres études qui montrent que chez des gens qui ont une carence, comme par exemple, on peut le voir dans certaines anémies dont je parlais, eh bien, chez ces gens-là, qui ont vraiment déjà une conséquence avérée, évidemment, la proportion qui est en fait une hypochlorhydrie sous-jacente est relativement importante. Donc, voilà. Officiellement, c'est pas si fréquent. Officiellement, chez les carencés, c'est assez fréquent. Et moi, je crois que c'est quand même relativement fréquent. Mais encore une fois, c'est une impression. As-tu des pistes à nous donner pour éviter l'hypochlorhydrie? Eh bien, en augmentant la production d'acidité, bien sûr. Donc, en pratique, ça veut dire avoir des apports alimentaires suffisants en sel, pas chez l'insuffisant cardiaque, pas chez l'insuffisant rénal, hein, on est bien d'accord, mais sinon, des apports suffisants en sel, et je vous renvoie là à nouveau sur notre podcast. Deuxièmement, des apports suffisants en zinc, alors idéalement des fruits de mer, des poissons de mer, mais aussi ça peut être du jaune d'œuf, ça peut être des abats, et puis après d'une façon générale les autres parties animales également. Attention, hein, certains végétaux contiennent du zinc, mais par effet antinutriment globalement il est chélaté, en principe on l'absorbe assez mal. Deuxièmement, ça veut dire aussi en pratique faire réévaluer les traitements. Et nous péchons tous, je pense, de près ou de loin, par un manque de réévaluation systématique des médicaments. Pour peu que ce soit tel spécialiste qui ait mis tel médicament, on ne va pas forcément remettre en cause, et puis c'est logique, hein, c'est son domaine. Et puis il y a tout un tas de choses, des questions d'habitude aussi, qui font que de façon tout à fait humaine et normale, on a tendance à ne pas remettre en cause les traitements que prennent les patients. Alors après, il y a des médecins qui sont experts pour remettre en cause systématiquement les traitements, donc parfait, mais globalement c'est assez rare. Et donc en général on a tendance à reconduire au long cours les prescriptions, d'autant que souvent c'est aussi la demande insistante des patients qui disent « Alors attendez, si vous m'enlevez ça, comment je vais faire ?» Parce que c'est un médicament auquel ils se sont habitués, ça ne veut pas dire qu'ils soient dépendants, hein, mais qu'ils se sont habitués, et du coup ça génère une très très forte angoisse, et c'est très compliqué en l'espace d'une consultation de rassurer suffisamment. Bref, tout un tas de raisons qui font que on ne réévalue pas assez, je crois, les traitements, les indications des traitements. Et donc là, il faut vraiment réévaluer ça et chaque fois que c'est possible, essayer de se passer d'un certain nombre de médicaments qui peuvent créer une hypochlorhydrie, comme certains diurétiques par perte de sel, comme des inhibiteurs de la pompe à protons qui bloquent directement la fabrication d'acidité, etc. Enfin, troisième chose, attention, si ça perdure, si le pyrosis, qui est le symptôme principal hein, de l'hypochlorhydrie, même s'il y a les carences et les diarrhées, eh bien, si ça perdure, quels que soient les symptômes, de toute façon, il faut consulter votre médecin, évidemment, hein, votre médecin généraliste, consulter aussi un gastro-entérologue, parce qu'il faut peut-être aller faire une endoscopie digestive haute ou basse, mais pour aller voir ce tube digestif, parce qu'il peut y avoir, bien sûr, d'autres problèmes, hein, ça c'est clair. Tout symptôme, de toute façon c'est une règle générale en médecine, tout symptôme qui persiste est toujours à prendre très au sérieux. Et là, en l'occurrence, on pourra chercher donc des ulcères, on pourra chercher la bactérie Helicobacter pylori dont je parlais tout à l'heure et qu'on peut essayer d'éradiquer par différents traitements. Voilà. Voilà ce qu'on peut, je pense, conseiller raisonnablement d'un point de vue pratico-pratique. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Bon, donc l'hypochlorhydrie, comme on l'a vu, c'est un problème qui est très sous-diagnostiqué, dont on a commencé à parler qu'assez récemment. Cette hypochlorhydrie entraîne une dégradation de la qualité de vie avec des symptômes qu'on retrouve assez souvent en consultation médicale, comme les remontées acides, la diarrhée, les pertes de cheveux et la fatigue. Si ce problème émerge actuellement, il y a probablement des causes sous-jacentes dans notre mode de vie. Chez Sequoia Santé, on pense à la prise de médicaments IPP et anti-acide gastrique, qui sont des médicaments très répandus et souvent pris en automédication.
Et malheureusement, la prise de ces médicaments se fait souvent sans vraiment réfléchir au pour et au contre. La sédentarité joue selon nous aussi un rôle important. Et nous nous posons aussi la question du rythme des repas. Aucune étude ne l'a démontré, mais on soupçonne que la multiplication du nombre des repas, alors que notre estomac n'est pas fait pour ça, puisse entraîner des troubles du type hypochlorhydrie. Bien Boris, merci beaucoup pour toutes tes réponses. À bientôt Victor. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous sur notre site sequoiasanté.com. Vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter, télécharger un e-book que nous offrons et voir nos offres si elles vous intéressent. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.